Donc, alors, la présentation que je vais faire, en fait, contrairement à quelques autres qui ont été faites avant, ou peut-être la prochaine, je ne vais pas présenter un papier ou un de mes papiers ou le papier de quelqu'un d'autre. Ça va être plus une espèce de revue de littérature en insistant sur des phénomènes. Et donc l'idée ici, c'est de présenter un peu ce qu'on sait et ce qui est fait pour essayer de mieux comprendre et de mieux mesurer l'insertion des immigrés, des descendants dans l'emploi en France, et de montrer justement que les discriminations ont une place extrêmement importante en fait pour certains groupes, surtout. Voilà. Donc moi, je travaille sur ces questions en tant qu'économiste, et donc forcément, je travaille beaucoup sur des données. Je ne fais pas vraiment d'études qualitatives, donc des choses peut-être un peu moins incarnées que ce dont on a entendu parler, mais c'est quand même des données réelles qui quantifient souvent l'ampleur du phénomène. Donc pour s'intéresser à cette question, donc finalement, l'immigration en France est relativement ancienne, mais ça ne fait pas finalement pas si longtemps qu'on dispose de données qui permettent de vraiment étudier les choses en détail, notamment d'étudier les questions d'emploi. Donc je commence simplement par rappeler quelques grandes enquêtes. Donc cette slide n'est pas du tout exhaustive. C'est une slide qui te permet de juste mettre un petit peu en valeur le nom de certaines enquêtes au fil du temps qui ont permis de s'intéresser à la question. Donc la première, en tout cas, je suis pas sûr, je ne sais pas si c'est exactement la première dans le temps, mais c'est une des premières grosses enquêtes sur la question, qui était c'est l'enquête mobilité géographique et insertion sociale, MGIS, donc qui surreprésente en fait les immigrés, les descendants d'immigrés, voilà. Donc ils sont, je ne sais plus combien, mais c'est un peu l'ancêtre de Théo. Donc c'est dans les mêmes, on divise la population, les enquêtés en trois parts, plutôt 2 parts égales pour descendants et immigrés, puis une petite part pour la population majoritaire, et ça permet d'étudier les choses de façon un peu plus précise, en tout cas d'avoir des effectifs assez conséquents. Et de mémoire, ils doivent être, je ne sais pas, 5 000 pour descendants, 5 000 pour immigrés, puis 2 000 peut-être pour population majoritaire. Et donc cette enquête, c'est une enquête qui interroge les individus pas uniquement sur la situation d'emploi, mais sur un tas de choses, alors la santé, le parcours migratoire, la famille, la vie familiale, etc. Enfin, tout un tas de domaines, ces enquêtes en population générale et assez généralistes. Il n'y a pas une thématique unique. Ensuite, il y a les enquêtes génération. Alors, ce que j'ai mis comme date depuis 1998, c'est pour les enquêtes qui sont effectuées en panel ou qui sont effectuées à différents moments. C'est les dates à partir desquelles, en fait, on a commencé donc, on a vu ce matin, notamment, avec l'enquête Summer, c'est pas du tout évident c'est pas encore, ça va pas de soi d'avoir identifié les immigrés et encore moins les descendants d'immigrés. L'enquête CTRPS, ça se fait, mais je crois que ça se faisait pas au début de l'enquête. Donc tout ça, prendre en compte, pouvoir identifier les immigrés, les descendants d'immigrés dans les enquêtes, ça s'est fait de façon relativement récente en fait en France. On ne pouvait pas étudier le phénomène, alors que l'immigration c'est un phénomène massif. Et on peut le faire en gros depuis une vingtaine d'années de façon un peu plus sérieuse. Donc il y a l'enquête Histoire de vie de l'INSEE, l'enquête FQP, donc en panel, et puis évidemment donc les enquêtes importantes aujourd'hui pour étudier ça, l'insertion dans l'emploi, c'est l'enquête emploi. Donc depuis 2005, on peut distinguer les enfants d'immigrés, donc les descendants. On pouvait depuis, je ne sais plus quelle date exactement, dans les années 90, identifier les immigrés. Et puis la grosse enquête que Sarah évoquait, donc, qui a fait un peu suite presque 20 ans après MGIS, donc, qui est un peu la grande sœur d'MGIS, c'est l'enquête Théo. Donc, la première de ces enquêtes, donc, c'est Trajectoire et Origine. Donc, c'est une enquête où là, il y a 22 000 personnes enquêtées sur un tas de domaines de leur vie. Et puis on a à peu près 8 000 descendants et 8 000 immigrés. Donc, au final, on a plus d'immigrés de descendants interrogés, malgré cette petite taille d'enquête par rapport à l'enquête emploi, par exemple, parce que justement, ils ne sont pas surreprésentés dans l'enquête emploi. C'est un des points faibles, justement, de l'enquête emploi pour étudier ces questions. Voilà. Et puis, un autre avantage de Théo, c'est quand on s'intéresse à la situation d'emploi, par exemple, des immigrés, des descendants d'immigrés, voilà, il y a un tas de facteurs qui influencent justement l'emploi qu'on peut capter avec Théo parce que c'est une très grosse enquête qui dure à peu près 1 heure. Les personnes sont interrogées en face à face pendant 1 heure.
Et donc on peut recueillir énormément d'informations sur les individus, donc on peut étudier de façon relativement fine ce qui se passe dans la vie de chacun et tous les facteurs influençant leur insertion dans l'emploi. Il y a une enquête TO2 en cours, voilà, qui est sur le terrain, je pense encore en ce moment, mais qui va, donc voilà, les interrogations vont se terminer, donc les données devraient être disponibles en 2020. C'est encore une enquête en couple, donc il s'agit d'enquête en couple, c'est pas les mêmes personnes qui ont été interrogées, on ne dispose pas de panel. Alors ça, c'est un point faible des enquêtes qui s'intéressent à l'insertion dans l'emploi des immigrés et des descendants d'immigrés. Un premier point faible, c'est qu'on a rarement des panels, enfin très peu, oui. Et un deuxième point faible, c'est que même si on essaie de surreprésenter les immigrés, descendants d'immigrés, comme dans Théo, on garde finalement des effectifs relativement restreints. Donc on ne peut pas séparer, on fait quand même des rassemblements. Donc vous l'avez vu dans quelques enquêtes qui ont été représentées, on dit extra-européens, européens du Sud. Enfin voilà, on agrège des gens qui sont en fait très différents. Voilà, on suppose que ces gens se ressemblent. Mais par exemple, avec Théo, déjà, on peut isoler, on différencie Maghreb et par exemple, l'Afrique subsaharienne. On voit qu'il se passe des choses très différentes. Et on différencie même au sein des pays du Maghreb certains pays. On voit que, pareil, on aboutit à des résultats très différents. Donc c'est un des points faibles. Donc on a de plus en plus de données, mais on ne peut pas faire des choses extrêmement fines. On manque souvent de puissance statistique, donc pas assez de données pour faire apparaître des effets. Voilà, peut-être qu'avec des données plus grandes, on pourra faire apparaître des effets. Et la troisième chose, c'est que jusqu'ici, il n'y a pas de données qui ont permis de s'intéresser aux troisième générations. On suppose qu'elles sont quand même relativement nombreuses. Donc TO2 va essayer de le faire. C'est un peu expérimental dans TO2 de le faire. C'est la première enquête qui va essayer de le faire. Mais voilà, c'est un point. Voilà. Je voulais souligner un petit peu juste déjà avant d'entrer dans le sujet de ce de quoi on dispose et d'où on vient. Donc ça fait même pas 20 ans, enfin une petite vingtaine d'années qu'on a vraiment pas mal de données pour étudier ces questions d'insertion dans l'emploi. Donc depuis ça, il y a pas mal de données. Depuis qu'il y a pas mal de données en France, il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été faits. Encore une fois, c'est pas du tout exhaustif. J'en cite quelques-uns ici, mais la plupart donc des travaux s'intéressent à minima, on va dire, à la probabilité d'être en emploi versus être au chômage. Donc quand on étudie ce phénomène, donc on peut le regarder en statistiques descriptives, on va trouver un écart, d'accord, de taux d'emploi selon l'origine des individus. Donc voilà, je ne vais pas évoquer tous les travaux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici, je vais peut-être garder du temps pour la suite. C'est simplement pour préciser voilà, qu'on peut étudier différents phénomènes et qu'on étudie aussi, on s'intéresse aussi souvent au niveau d'emploi. Donc on a évoqué le déclassement, donc il y a différentes façons de mesurer le déclassement. Donc c'est par exemple en termes de PCS ou de salaire par rapport au niveau de diplôme ou à l'expérience. On peut situer les gens et dire lui il est un peu déclassé, pas très déclassé, etc. Il y a différents indicateurs. Il y a aussi pas mal de travaux donc, qui prennent en compte ce déclassement. Ensuite il y a les conditions de travail. Alors ça c'est très rare. Donc il y a un travail de Thomas qui a été évoqué à partir de conditions de travail et Sumer. Donc Thomas pas tout seul, j'ai bien compris ce matin. Voilà, mais qui est assez intéressant du coup parce qu'on a beaucoup parlé des conditions de travail des immigrés. Il y a peu d'enquêtes qui permettent d'en parler et des descendants d'immigrés. Peu d'enquêtes permettent d'en parler. Il y a Théo qui permet de s'y intéresser un petit peu, mais de façon vraiment un peu basique. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans Théo, le questionnaire santé, il était très réduit. Il va beaucoup grossir sur la deuxième enquête. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose d'important ici pour tous les gens qui s'intéressent à la santé. Il y a eu un gros investissement sur le nouveau questionnaire pour les questions de santé. Et donc une autre chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est la stabilité de l'emploi. Donc on a évoqué les contrats stables, le fait d'être fonctionnaire ou pas, etc. Donc, ça peut être important aussi. Il y a quelques travaux qui s'y intéressent. Alors, quand on prend tous ces travaux, donc je ne vais pas passer en revue tous les résultats, etc. de chacun et leurs limites. Il y a des résultats un peu forts qui ressortent, d'accord, des phénomènes un peu massifs. Et un phénomène un petit peu massif, c'est que pour certaines origines, donc voilà, ça varie beaucoup selon les origines, pour certaines origines, il demeure à chaque fois des écarts, ce qu'on appelle des écarts inexpliqués. En économie, on utilise beaucoup cette notion d'écart inexpliqué.
Ça veut dire qu'en gros, par exemple, c'est probabilité d'être au chômage ou d'avoir un emploi pour un actif. Et on va se dire, bah, cette probabilité, on sait expliquer. On voit que, par exemple, de base, par exemple, en statistique descriptive, elle est, si on prend typiquement par exemple les immigrés maghrébins ou les descendants maghrébins ou les Afriques subsahariennes, elle varie, donc cet écart de base, il varie de 5 à 15 points, d'accord, si on prend le taux de chômage. S'il est de 8% pour le groupe majoritaire, si on prend ces groupes-là, en fonction de si on prend les hommes, les femmes, ou les descendants ou les immigrés, ça monte jusqu'à 25% de taux de chômage. Donc on a des écarts de base assez forts. Quand on prend en compte toutes les caractéristiques des individus, donc leur niveau de diplôme, leur sexe, leur âge, etc., d'accord, sur cet écart qu'on observe de taux de chômage, il est juste à l'origine des individus et à leur statut immigré ou descendant. On explique en fait une très très petite part en fait, de l'écart observé en statistique de base. Et alors que quand on s'intéresse au salaire, quand on s'intéresse à d'autres, on explique une part beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un petit peu l'observation de base dans cette littérature et le truc très très robuste. Donc j'apprends pas grand-chose ici à tout le monde, mais c'est quand même important d'avoir en tête que quelles que soient les études, d'accord, depuis 20 ans, à peu près une vingtaine d'années, quelles que soient les données, d'accord, c'est un phénomène qu'on retrouve très fort. Enfin, c'est pas du tout... Enfin, voilà, c'est quelque chose de très important. Et donc, surtout, un fait peut-être à souligner, c'est que les salaires s'expliquent beaucoup mieux, mais par contre, un fait à souligner assez important, c'est que pour les immigrés et pour les descendants, on retrouve cet écart inexpliqué. Donc il y a peu de domaines d'études où on a un tel écart inexpliqué, quoi. On a beau avoir des super enquêtes avec beaucoup de variables qu'on inclut dedans pour différencier les individus, au final on se retrouve quand même avec 3/4 de l'écart observé au départ qui est inexpliqué. C'est quand même assez fort. Donc phénomène un peu massif en France qu'on retrouve dans beaucoup d'autres pays. Alors comment ça s'explique cet écart inexpliqué du coup avec les variables qu'on a voilà, on soupçonne évidemment deux choses. Il y a peut-être d'autres choses, mais enfin j'en évoque au moins deux qui sont un peu étudiées dans la littérature, enfin auxquelles moi je me suis intéressé aussi un petit peu. Donc il y a le manque de réseau de relations. Donc ça, le manque de réseau de relations, on voit que ça joue surtout, enfin c'est assez compliqué hein, d'étudier les réseaux de relations parce qu'il y a peu de données évidemment. Donc il y a des données, par exemple dans l'enquête Théo, c'est pas la seule, mais il y a des données sur la façon dont on a trouvé son emploi, la façon dont on a recherché son emploi, et en gros sur la sociabilité des individus aussi. Il y a pas mal de questions sur en gros qui sont nos amis, qui sont nos familles, quelles caractéristiques ils ont, combien de fois est-ce qu'on les voit. Voilà. Donc on peut approcher quand même un petit peu la sociabilité, savoir comment on trouve un emploi. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, voilà, chez les descendants, ça joue à peu près de la même façon. Enfin, les réseaux sociaux jouent un peu de la même façon que chez le groupe majoritaire. Par contre, chez les immigrés, ça ne joue pas de la même façon. Souvent, on trouve plus souvent son emploi par des réseaux, mais on se rend compte que ces réseaux sont quand même un peu moins efficaces. Donc, notamment, moi, dans un travail que j'ai fait avec une co-auteure, Dominique Meurs, on a montré notamment qu'en fait, les réseaux sociaux, enfin les réseaux de relations plutôt, les réseaux sociaux, maintenant c'est pensé à Facebook, tout ça, donc je vais dire réseaux de relations. Les réseaux de relations, en fait, donc le bouche à oreille, en fait, c'est utilisé en gros pour contourner en fait les discriminations, pour essayer d'avoir un meilleur emploi, pour contrer le déclassement, voilà, pour éviter d'occuper un emploi en dessous de ses qualifications pour les gens qui subissent des discriminations. Mais on voit quand même que finalement ça explique une part assez importante en fait, du handicap qu'ont les jeunes immigrés d'origine subsaharienne et maghrébine en France. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des personnes qui cumulent le fait de subir de la discrimination dont je vais parler juste après, et le fait d'avoir des réseaux de relations qui sont un peu moins efficaces que les autres, c'est-à-dire que
Il y a ce qu'on appelle en fait dans la sociabilité alors je sais pas trop, enfin c'est un terme un peu anglais, qui est un peu utilisé maintenant en France, mais c'est l'homophilie, c'est-à-dire c'est des biais de sociabilité. En gros, on a une sociabilité plus courante avec des gens qui nous ressemblent. Donc, et le critère origine culturelle est très très fort, et encore plus chez les immigrés. Donc notre sociabilité est très biaisée selon notre origine culturelle. Et donc, voilà, quand on se sociabilise avec une population qui est un peu, voilà, qui nous ressemble et que cette population a plus de difficultés à trouver un emploi, forcément, ça crée un handicap supplémentaire pour le bouche à oreille et pour l'accès au marché du travail. Donc, c'est quelque chose qu'on a quantifié, qu'on a essayé de quantifier comme on a pu. Et donc, on a montré qu'il y avait vraiment ce handicap qui ressortait uniquement chez les immigrés du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Donc ensuite, l'autre source, justement, ce qui peut expliquer ces écarts et qu'on n'a pas comme variable dans les données, qu'on ne peut pas ajouter comme une variable, donc c'est les discriminations des employeurs. Alors ça, c'est un phénomène qui est beaucoup mieux mesuré. Il y a de plus en plus de travaux, donc Sarah en a un petit peu parlé. Donc alors il y a les discriminations à l'embauche, il y a les discriminations au cours de l'emploi, les discriminations, enfin il y a un tas de moments où ça peut arriver. Donc on s'intéresse surtout aux discriminations à l'embauche dans la plupart des travaux existants. Déjà l'accès à l'emploi tout court, qui peut avoir des conséquences d'être au chômage ou d'avoir un emploi déclassé, etc., qui peut générer des souffrances qu'on a évoquées. Donc les raisons de cette discrimination dans la théorie, en gros, ce qu'on dit, c'est que c'est soit parce que l'employeur n'aime pas certaines personnes, voilà, pas envie dans son entreprise. Non, mais ça existe. Enfin, moi, j'ai organisé, enfin, peut-être j'en parlerai après, mais j'ai contribué à organiser des expérimentations avec des entreprises pour, voilà, sur des dispositifs de lutte contre les discriminations. Puis parfois, ils nous expliquaient des entreprises d'intérim, ils nous disent, nous, on a des clients qui nous disent clairement, je veux pas ce genre de personne, je veux pas ce genre de personne. Enfin, je veux dire, le goût, ça existe. Il y a des enquêtes Cali ou même Quanti qui essaient de montrer que ça existe. Donc il y a le goût aussi des autres salariés de l'entreprise, d'accord ? Donc les autres salariés de l'entreprise qui préfèrent rester entre eux. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on n'embauche pas. Puis le goût des consommateurs pour les emplois en contact avec le public, ça c'est assez documenté. Donc c'est pour toutes ces raisons-là. Il y a des croyances, d'accord ? Parfois on peut croire, on ne connaît pas la productivité des gens qu'on veut embaucher. On peut faire des espèces de raccourcis statistiques en disant je pense que ces personnes sont ce qu'on appelle la discrimination statistique du coup. Donc c'est une des raisons. Je pense que ces personnes sont moins productives, du coup, je ne vais pas m'embêter à tester vraiment. Voilà, je ne vais pas prendre ce type-là parce que cette couleur de peau, je pense qu'ils sont moins productifs. Et puis, donc c'est des clichés, mais conscients, d'accord ? Donc là, on est dans la discrimination rationnelle, consciente. Et puis, une autre motivation, en fait, de la discrimination, qui était peu mise en avant dans la littérature, mais c'est de plus en plus mis en avant, notamment par un indicateur. Les IAT, donc c'est ce qu'on appelle les biais implicites. Donc c'est un test qu'on peut faire en ligne d'ailleurs. Tout le monde peut tester à quel point il y a des biais implicites et tout le monde en a. Voilà, donc faut que tout le monde ait conscience que il peut discriminer potentiellement de façon inconsciente et surtout quand on va vite. Et donc voilà, donc il y a ces biais inconscients et donc ça c'est une source, d'accord. Quand un recruteur d'une grande entreprise reçoit une centaine de candidatures à trier rapidement, il va mettre en œuvre des biais inconscients quand il va trier les candidatures et tout le monde le fait. Donc il n'y a pas de... Enfin voilà, plus ou moins, d'accord, on a tous des scores, donc vous pouvez faire ce test en ligne, il est en français, enfin il est dans plein de langues et c'est assez intéressant à faire. En général, on est un peu choqué quand on l'a fait. Et non mais c'est vrai. Voilà. Et donc ça, bon, c'est pour les raisons, voilà, c'est pour juste dire pourquoi ça existe, la discrimination et d'où ça vient. Donc ensuite, il y a comment on le mesure. Donc pareil, Sarah a évoqué des façons de le mesurer. Une façon de le mesurer qui est assez intéressante, c'est tout simplement, donc avec Théo par exemple, on demande aux gens, pensez-vous avoir subi des discriminations, à cause de quoi en gros, etc. Donc il y a quelques enquêtes qui se tentent à ces questions subjectives qui étaient très critiquées. On ne savait pas ce que ça allait donner ces questions. Quand on les posait, on se disait, c'est des questions qui vont... En gros, qui valent pas grand-chose parce que les gens ils disent ce qu'ils veulent. Peut-être que c'est pas vrai du tout. Ils n'ont pas été discriminés, mais enfin voilà. Et en fait, quand on fait le lien avec justement l'écart non expliqué, donc c'est-à-dire normalement, vu les caractéristiques de ces individus, comparés à d'autres individus d'une autre origine, voilà, ils devraient être en emploi. Mais eux, ils sont au chômage. Donc il y a un écart non expliqué comme ça. Et quand on fait le lien avec ces déclarations de discrimination, ça colle beaucoup, en fait. C'est très, très corrélé. Donc on peut se dire que
ça vaut quand même quelque chose, quoi. Et ça vaut même beaucoup, peut-être. Et donc, il y a cette façon de mesurer les choses. Puis, il y a une autre façon. Donc, il y a ces écarts inexpliqués qu'on peut supposer être des discriminations, évidemment. Puis, il y a les testings, les fameux testings. Donc, les testings, juste pour le dire en quoi ça consiste, pour le expliquer très brièvement. L'idée, d'accord, c'est de... On peut pas tout... On n'est pas sûr, c'est un peu critiqué aussi, les testings. Il ne faut pas se dire que c'est complètement parfait, mais donc on prend 2 CV, d'accord. Enfin, souvent, on les fait par paire. Et donc, on prend 2 CV qui sont à peu près identiques, d'accord. Donc, évidemment, les 2 personnes ne sont pas diplômées exactement de la même école, etc. Parce que sinon, ça soulève l'interrogation du recruteur. On fait varier des petites choses, mais c'est 2 CV qui sont censés être identiques. Et on change simplement le nom-prénom, d'accord. Donc, c'est à partir du nom-prénom, on va évoquer une origine au recruteur. En général, on prend des gens plutôt de nationalité française, parce que voilà, prendre une nationalité étrangère, c'est pas seulement l'origine du coup qui peut jouer, c'est les questions administratives qui peuvent poser problème au recruteur. Enfin voilà, on change donc c'est juste les noms-prénoms, puis pour éviter que sur un billet de CV, on fait varier on change les CV, on permute les CV entre différents envois et les origines, etc. Et donc on se rend compte, donc un résultat assez important, c'est qu'on se rend compte que quand on peut faire des testings d'ailleurs pas que sur l'origine, hein, mais sur un tas de choses, mais ils sont essentiellement faits sur l'origine, déjà parce que c'est plus simple et parce que c'est une façon de mettre en avant les discriminations sur le marché du travail. Lié à l'origine, c'est une question qui se pose beaucoup. Et donc quand on regarde les résultats, en fait, deuxième truc assez fort. Donc pareil, j'apprends peut-être pas grand-chose à beaucoup de gens, mais c'est quand même... voilà, on a cet écart inexpliqué qui demeure depuis qu'on a des données sur la question. Et puis, quand on fait des testings, on a toujours, quand on prend l'origine maghrébine, par exemple, on a toujours un résultat significatif, même avec une centaine de tests. Pas besoin d'en faire des milliers, d'accord. Il y a toujours un écart significatif. Cet écart, il varie de... En gros, le candidat qu'on dit hexagonal, donc un nom-prénom typiquement hexagonal, il reçoit entre 1,5 et 4 ou des fois encore plus de réponses positives que le candidat d'origine maghrébine, avec 2 CV identiques. Donc c'est quand même, c'est quand même très très fort. Donc ça, c'est les testings en général, quasiment tous, on les fait juste ce qu'on appelle le début, quand on envoie 2 CV. Il y a certains travaux, d'accord, qui ont testé ensuite la deuxième phase, quand on reçoit les gens en entretien, est-ce que ça se répète. Donc ce qu'on voit en fait, c'est surtout que c'est à la première phase pour avoir un premier entretien qu'en fait le gros des discriminations se fait. Donc c'est pour ça, depuis qu'il y a eu quelques travaux qui ont montré que c'est surtout à ce moment-là, les gens se fatiguent plus trop maintenant à embaucher des acteurs, etc. pour la suite. Donc voilà, c'était une critique assez forte des testings. Voilà. Donc, une fois que j'ai parlé que j'ai situé, j'ai dit ce qui se passait sur le marché du travail, écart inexpliqué, en grande partie finalement des discriminations, éventuellement aussi des réseaux de relations, un manque de réseaux de relations pour les immigrés de certains groupes. On peut se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne lutte pas contre les discriminations ? Et finalement, il suffit de lutter contre le phénomène, on ne le fait pas bien. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ? En fait, ça fait un moment qu'il y a des gens qui s'interrogent sur comment le faire, dans les entreprises aussi, d'ailleurs, qui discriminent. En fait, il y en a certaines qui aimeraient bien ne pas discriminer, parce que elles pensent que aussi elles passent à côté de certains profils, que leurs recruteurs recrutent mal, etc. Enfin, il y a une faute d'orthographe, c'était Écrépon, pardon. Désolé pour lui. Et donc il y a pas mal de choses qui ont été testées. Donc un truc qui a été testé dans pas mal de pays, c'est le CV anonyme. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas enlever les noms, et puis comme ça on passerait cette première étape, et puis ensuite les gens, ça se jouerait vraiment au face-à-face. Il n'y a pas les expérimentations qui ont été faites, qui ont été conduites, notamment en France, mais aussi en Allemagne. J'ai mis aussi une qui a été conduite en Allemagne. Et elles n'arrivent pas vraiment à bien mesurer, à mettre en évidence que c'est un outil efficace. Il y a plein de raisons à ça, mais bon, en gros, en partie, les expérimentations sont difficiles à conduire parce que c'est des entreprises volontaires, d'accord, qui veulent participer.
Et on aboutit à des résultats un peu étranges, quoi, avec, voilà, difficile à interpréter. Donc bon, le CV anonyme, en tout cas, c'est pas, pour l'instant, c'est pas un outil qui a fait ses preuves. Il y a ce qu'on appelle les méthodes de recrutement par simulation, qui sont développées en France par Pôle emploi. D'accord ? Donc ça, on n'a pas vraiment d'évaluation de ça. Ça consiste à mettre en situation des gens et les juger. Donc, par exemple, pour recruter, ça se fait beaucoup pour les hôtes de caisse, par exemple. Donc, on met 100 personnes en situation et on les juge sur leur productivité, sur leur façon de faire. Voilà. Donc, c'est une façon d'éviter justement le critère origine. Alors, on ne sait pas justement si ça évite vraiment, parce qu'il y a forcément un moment où on a l'information. Donc, est-ce que ça permet de bien lutter contre les discriminations? Puis, il y a un truc un peu nouveau en France, en tout cas, qui vient de la littérature en psychologie sociale, qui s'appelle le debiasing, ça veut dire, en anglais, ça veut dire qu'il y a pas mal de travaux, plutôt en psychologie sociale, qui montrent qu'on peut agir en fait, sur les biais inconscients des individus. Et donc, il y a des stratégies peut-être à mettre en œuvre pour diminuer ces biais inconscients. Alors, une de ces stratégies, c'est par exemple de former les gens qui ont une fonction de recrutement, de leur montrer qu'en fait, ils ont des comportements discriminatoires et de les former régulièrement. Il y a une loi en France qui s'appelle, qui oblige les gens, en fait, les recruteurs des entreprises de plus de 50 salariés à former justement ces recruteurs. Pas totalement encore mise en application. Voilà, puis elle est pas très. On peut faire un peu ce qu'on veut comme formation, donc voilà, c'est pas encore top, mais voilà. Donc par exemple, moi je participe à l'évaluation justement de cette obligation. Voilà, est-ce que ça permet vraiment de lutter contre? Donc c'est une expérience qu'on met en œuvre avec des grandes entreprises. Alors, donc voilà, donc c'est difficile de lutter contre les discriminations. Il y a rien qui a fait ses preuves encore aujourd'hui. Donc pas simple en fait de lutter contre. La loi suffit pas. Les dispositifs d'ailleurs législatifs qui aident un petit peu aussi pour se grouper par exemple, etc. Bon, ça marche un peu, mais quantitativement c'est très faible. Voilà, donc on peut s'interroger du coup sur les conséquences. Donc là, on revient un peu au thème du workshop d'aujourd'hui. Moi, je me suis pas beaucoup intéressé à la santé personnellement jusqu'ici. Je commence à le faire un petit peu. Et je me suis intéressé auparavant juste déjà à la sociabilité. En fait, dans une étude, en gros, à partir de Théo justement, donc une étude qui est parue récemment dans la revue économique, j'ai mis en avant qu'en fait, quand les personnes, qu'il y a vraiment un effet d'impact en fait de l'éloignement durable du chômage des personnes surtout d'origine maghrébine et subsaharienne, il y a un impact sur leur sociabilité. Plus ils sont éloignés durablement du chômage, donc, a priori à cause des discriminations, de l'emploi, pardon, ouais, un beau lapsus ça. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc plus ils sont éloignés longtemps, et plus ils vont avoir tendance en fait à se réfugier. Donc c'est en référence avec une des remarques qui a été peut-être faite ce matin. Plus ils vont avoir tendance à se sociabiliser, mais c'est un phénomène très très fort. En gros, si on passe 1 an de plus au chômage, on a une probabilité de se sociabiliser avec des gens de la même origine qui augmente de 50%. Donc c'est assez fort. Donc voilà. Enfin, moi je travaille sur ces trucs-là. Avec les enquêtes existantes, on peut mettre avec les techniques économétriques, voilà, pour mettre en avant des effets d'impact, on peut mettre en avant des effets d'impact sur ces questions-là. Moi, je commence à m'y intéresser sur la santé. Donc, avec TO1, voilà, on n'a pas beaucoup de questions sur la santé. Voilà. Avec TO2, on en aura beaucoup plus. Mais déjà, moi, ce que je vois dans mes résultats préliminaires, c'est qu'il y a un impact, justement, aussi de cet éloignement durable de l'emploi. Donc, j'essaie de mettre en œuvre les mêmes techniques que pour l'étude précédente. Et je montre qu'a priori, il y a un effet d'impact, voilà, assez fort. Et donc, je crois que j'ai largement écoulé mon temps, donc j'arrête. Voilà, merci beaucoup.